Doncs bona tarda, benvingudes, benvinguts a aquest acte de la secció de Filosofia de l'Ateneu Barcelonès que es titula Màgia, una metafísica del vincle social, que hem organitzat en col·laboració amb Herder. Jo sóc l'Alma, sóc ponent adjunta de la secció. Avui la Berta, que és la ponent amb qui presenta normalment, no ha pogut venir, amb excusa de part seva. I doncs, aquest acte enfoca la qüestió de què passaria si el dret fos una manifestació de la màgia a partir del concepte de vincle social. Explorem aquesta qüestió amb el filòsof i professor de teoria legal Laurent de Sutter, que estarà en conversa amb el professor de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Riba. I això, aquest és en col·laboració amb Herder, i si us interessa el tema i voleu seguir investigant més, teniu a fora una paradeta on hi ha diversos exemplars d'aquest llibre on explora la temàtica que tractaran en la conferència d'avui. I això, els dono la paraula, moltes gràcies per ser aquí i això, que vagi bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Farem aquesta conversa, teniu la traducció simultània. En principi, la idea és repassar una mica, com ara comentàvem abans d'entrar amb el Laurent, la seva trajectòria, i llavors, en principi, jo dialogaré amb ell en francès, ja tindreu la traducció. Bonsoir Laurent, bienvenue, merci d'être là, de nous présenter votre livre. On va essayer de dialoguer, mais avec tout le temps que vous prenez pour votre réponse. Vous venez de me dire que votre livre, c'était un livre sorti il y a une dizaine d'années à peu près, mais en même temps, vous disiez que le sujet du droit, c'est un sujet qui vous intéresse, qui continue à vous intéresser. Peut-être on peut commencer pour ça, non? Quel est le lien, on va parler après, mais le lien du droit dans votre réflexion philosophique actuellement? Alors, merci beaucoup pour cette question. Merci. Je vais d'abord faire des remerciements. Mais merci bien évidemment à l'Athénéum de cet accueil. Je voudrais évidemment remercier et mon éditeur et mon directeur de collection d'avoir publié en effet ce livre et d'être aussi derrière comme ça la conspiration de l'organisation de cet événement, et merci surtout à vous toutes et à tous d'être là. Alors le droit, c'est une affaire très compliquée dans ma vie et aussi dans mon travail parce que le hasard a voulu, un hasard bizarrement organisé, mais le hasard a voulu que, en effet, je finisse par faire des études de droit, par devenir docteur en droit, par devenir professeur de droit, alors que j'ai toujours détesté le droit. Et cette espèce d'ennui que j'ai toujours ressenti personnellement par rapport à ça, c'est vrai qu'il m'a fallu très très longtemps pour trouver une manière de trouver ma place dans cet espace où le hasard familial, des traditions, ma propre faiblesse peut-être de volonté m'avait emmené. Il m'a fallu longtemps pour trouver une manière de me réconcilier avec cette chose contre laquelle j'ai longtemps été en colère. J'étais en colère contre mes professeurs à l'université. J'étais en colère parce que par tout ce que l'on nous racontait à propos du droit, cette chose qui est censée nous préserver du chaos, nous préserver de l'effondrement toujours menaçant de la société, le droit qu'il s'agit de respecter comme un objet précieux, rare, grave, extrêmement sérieux et aussi extrêmement ennuyeux, il faut bien le dire. Donc j'ai longtemps été en colère pour tout cela, et cette colère a trouvé pendant très longtemps comme exutoire une forme qui est au fond la forme de ce que l'on appelle les Critical Legal Studies. Pendant très très longtemps, là où mes professeurs m'emmerdaient avec Jürgen Habermas, avec John Rawls, avec tous les théoriciens du libéralisme, etc., moi je me sauvais dans mon coin
discrètement, si vous voulez, en lisant Duncan Kennedy, Kostas Zouzinas, les auteurs et les savants qui travaillaient sur les questions de postmodern jurisprudence et toutes ces choses-là. Je lisais en secret Derrida et Deleuze, et bon, voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose, qui est la rencontre avec le travail d'un historien du droit français extraordinaire, décédé malheureusement il y a quelques années, beaucoup trop jeune, un historien du droit qui s'appelait Yann Thomas, qui a été une figure très importante aussi bien pour quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple, que pour quelqu'un comme Giorgio Agamben. Yann Thomas et Giorgio Agamben étaient des très grands amis. Et Yann Thomas, c'est un homme qui était extraordinaire. C'était un historien du droit romain. Donc a priori, la chose peut-être la plus ésotérique, la plus savante, la plus éloignée de nos préoccupations contemporaines. Mais un historien du droit romain qui parvenait à extraire des institutions les plus techniques du droit les effets métaphysiques, les effets aussi de changement de perception du monde les plus étonnants. Et vraiment, pour moi, ça a changé les choses. J'ai redécouvert le droit grâce à Yann Thomas. J'ai redécouvert la technicité du droit grâce à Yann Thomas, ce qui m'a permis, à un moment donné, d'arrêter de me contenter de faire de la politique, en fait. Ce qui était le cas au moment où je travaillais beaucoup dans l'optique des Critical Legal Studies. Et ce travail-ci, effectivement, qui a une dizaine d'années, était le premier dans lequel, c'est pour ça qu'il est très important pour moi, le premier dans lequel j'ai essayé de prendre au sérieux une institution juridique ancienne, en l'occurrence, on pourra en parler, mais l'obligation, une institution juridique qui est toujours la nôtre, avec laquelle nous continuons à vivre dans notre vie quotidienne, et cette institution juridique très ancienne, d'essayer de voir en quoi elle pouvait nous servir pour déplacer l'image que nous avons de quelque chose qui va sans dire, d'une évidence qui appartient au discours public, qui appartient au discours politique, qui appartient au discours social ou sociologique. Et cette évidence, c'est une évidence qui est très très forte, en tout cas dans la langue française. Je ne sais pas dans quelle mesure elle l'est en espagnol, ou enfin en castillan ou en catalan, mais c'est cette expression c'est le lien social. Voilà. Et donc je me suis dit qu'il était possible de travailler, en retravaillant la manière dont les juristes romains avaient conçu le lien, l'idée du lien, l'idée juridique du lien, au sens le plus élémentaire du terme, d'éclairer d'une lumière nouvelle peut-être, ou en tout cas différente, ce que l'on peut entendre aujourd'hui par lien social, voire même de lui opposer à cette idée, qui est une idée qu'en réalité je trouve débile, on pourra en parler aussi, quelque chose comme un contrepoint, une vision qui serait une vision quelque part alternative. Et donc ça a été le point de départ de ce petit livre, qui est un livre qui pour ça m'est très important, et très important aussi parce que, enfin pour moi, après chacun son... Voilà, parce que il représente assez bien quelques obsessions formelles qui ont mis du temps à se mettre en place, mais qui appartiennent toujours à mon travail aujourd'hui, qui sont des obsessions d'écriture, des obsessions de forme, comment un livre est fabriqué, comment il est découpé, comment il est raconté, comment un certain nombre de contraintes, par exemple le fait que dans ce livre, c'est une anecdote, mais ça a son importance pour moi en tout cas, chaque paragraphe par exemple compte exactement 2500 signes, 2500 signes qu'il s'agit à chaque fois pour moi de remplir d'une certaine manière et d'arriver au bout avant de pouvoir enchaîner sur autre chose, etc. Donc il y a une contrainte formelle qui m'oblige à penser. Donc c'est une deuxième raison, plus anecdotique peut-être, une raison d'écriture qui fait que ce livre pour moi est encore très important et qu'aujourd'hui encore dans le travail que je continue à mener sur d'autres catégories, le danger, le moi, la question de la critique, au fond ce sont ces obsessions-là qui continuent à me travailler, que j'essaye de développer, de pousser plus loin dans les livres qui ont suivi celui-là. Bon, quand on regarde le livre, on choque peut-être s'il s'agit d'un livre sur les droits, le mot magique. Quel est pour vous? Qu'est-ce que c'est la magie pour vous dans votre parcours philosophique? Alors évidemment, c'est le truc, c'est le tour de magie du livre, c'est de parvenir à parler de magie à propos du droit
qui nous paraît la chose la moins magique au monde, peut-être. Je veux dire, à part moins magique que le droit, il y a peut-être que la comptabilité, peut-être. Enfin, je ne sais pas, chacun son point de vue par rapport à ça. Mais donc, a priori, on se dit, tiens, droit, magie, mais quel est le rapport entre les deux? Et en réalité, évidemment, l'intérêt, peut-être, de la petite traversée archéologique que je propose dans ce livre est de montrer pourquoi cette catégorie a en réalité tout son sens. Elle a un sens qui est d'abord un sens historique, parce qu'en réalité, le moment où les juristes romains se mettent à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire pour attacher une personne à un objet. Comment peut-on faire pour attacher une personne à une autre personne? Comment peut-on faire pour attacher un objet à un autre objet? Comment peut-on faire cela sans que, immédiatement, la raison de cet attachement soit reportée sur, par exemple, je ne sais pas moi, la police qui pourrait venir vous taper sur la figure si jamais vous prenez quelque chose à quelqu'un qui ne vous appartient pas, etc. Comment allez-vous établir quelque chose qui relève de la nécessité, là où, a priori, nos relations entre êtres humains, les relations que nous avons avec des objets, les relations que les objets ont entre eux, les relations que nous avons avec les animaux, etc., sont des relations au fond contingentes, qui sont, sauf si je tiens ce téléphone en main et que je le garde et que je suis prêt à casser la gueule à quiconque s'approche, la relation qui existe entre moi et cette chose, d'où vient-elle, d'où est-ce que vient le fait que cette relation n'est pas juste flottante, mais qu'elle puisse posséder une forme de nécessité. Donc les juristes romains se sont intéressés à ça. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour attacher? Comment est-ce qu'on peut faire pour attacher quand on n'a pas de corde? Les cordes, c'est très pratique, surtout si vous pratiquez le bondage, mais quand vous pratiquez le droit, ce n'est pas les cordes qui vont vous servir, c'est autre chose. Et c'est dans ce cadre-là, cette réflexion-là, c'est une réflexion sur l'attachement et la nécessité que les juristes ont commencé à fabriquer des petites machineries, qui sont des machineries précisément de relations, des machineries qui visent à établir quelque chose comme une relation. Et la première de ces machineries, c'est une machinerie très très ancienne, qui date sans doute des années 600, 700, voire 800 avant notre ère, qui est l'institution de ce que les juristes romains appelaient le nexum. Nexum, qui vient necare en latin, c'est lier. Donc c'est établir effectivement une relation, créer quelque chose comme un lien. Bon. Le nexum, c'est une institution qui s'inscrit dans un cadre, au fond, très simple. C'est, vous empruntez de l'argent à quelqu'un, comment est-ce qu'on va faire en sorte que vous remboursiez cet argent? La réponse, à nouveau, c'est... et la réponse, comment dirais-je, spontanée, c'est en fait, on ne peut pas. On ne peut pas, sauf si on arrive avec un flingue en disant, maintenant, tu me rembourses mon pognon, connard. Et si jamais, évidemment, on n'a pas de flingue à disposition, ou si la personne en question a disparu, comment est-ce que l'on fait pour effectivement récupérer ce qui nous est dû? Donc les Romains se disent, on invente ce truc-là, ça s'appelle le nexum. Nexum, c'est une institution par laquelle un débiteur s'engage personnellement sur son corps, ainsi que, éventuellement, sur le corps d'une personne qu'il possède sous sa patria potestas, quelqu'un qui fait partie de sa famille sur laquelle il a l'autorité, à en effet rembourser. Il y a une petite cérémonie, qui s'appelle la cérémonie per aes et libram, qui est une cérémonie qui implique le prononcé d'un certain nombre de paroles rituelles, ainsi que des gestes. Il faut des pièces de bronze, un poids de bronze du même volume que l'on tient dans l'autre main, enfin une espèce de... Un truc qui a l'air très archaïque comme ça. Bon. Les Romains appelaient la formule qui accompagnait cette cérémonie d'un nom très particulier, ils l'appelaient formule de damnatio, formule de damnation. Quand on prononce cette formule, on se damne. Qu'est-ce que ça veut dire, on se damne? Ça veut dire qu'évidemment, on se jette une malédiction sur soi-même. Cette malédiction qui est une malédiction qui fait que, quoi qu'il arrive, si en effet on ne rend pas l'argent, on est transformé. On n'est plus le même. On est quelqu'un d'autre. On devient soudain quelqu'un qui, en effet, doit cette chose, quand bien même on ne la rembourserait pas, quand bien même on s'enfuirait dans la nature et qu'il serait impossible de récupérer cet argent, par la formule de damnation qui accompagne la petite cérémonie, on n'est plus le même. Bon. Ce changement-là, qui est un changement qui peut paraître, bon, ok, on n'est plus le même, bon, fine, mais mon argent, c'est pas le problème en réalité. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire ne plus être le même?
Et ça a été peut-être le coup de génie des juristes romains, en inventant le nexum, de se dire, il y a dans les paroles qui sont prononcées, qu'on peut appeler paroles de damnation, quelque chose comme une puissance, qui est une puissance qui, si elle n'altère pas la réalité des choses, la réalité matérielle, en altère quand même l'effet, la réalité qu'ils appelaient obligatoire. Les juristes romains faisaient la différence entre ce qu'ils appelaient effet réel et effet obligatoire des conventions qui pouvaient être passées. Un effet obligatoire, ça veut dire quoi? C'est un effet qui, s'il ne se traduit pas effectivement dans des objets, dans des choses, etc., traduit néanmoins le fait que les mots ne sont pas sans pouvoir. Et c'est là qu'évidemment rentre la magie. La question de la magie, c'est la question de comment peut-on attacher à un mot quelque chose comme une nécessité. La magie, c'est pas les filtres d'amour. La magie, c'est pas abracadabra. C'est pas Merlin l'Enchanteur, si vous voulez. La magie, c'est pas non plus, je sais pas moi, Doctor Strange ou Mandrake le magicien. La magie, c'est comment faire que quelque chose qui soit sans pouvoir puisse néanmoins produire de la nécessité. En l'occurrence, comment peut-on faire pour que quelque chose qui soit de l'ordre du langage puisse en effet produire des conséquences qui ne soient pas purement conventionnelles. Vous savez que c'est un cliché en matière de théorie du langage, en matière de linguistique, de dire, au fond, quand on parle, tout ça, c'est des flatus voci, on parle dans le vide. Le langage qu'on utilise est un langage qui n'a pas d'ancrage réel autre que de simples désignations purement conventionnelles. C'est des accords entre nous, cette affaire, mais ça ne touche pas au monde. Les juristes romains croyaient que ce n'était pas le cas. Et sans doute avaient-ils raison. Dire, désigner, décrire, formuler, c'est introduire à l'intérieur de l'espace du monde quelque chose qui est de l'ordre d'une différence qu'on ne peut pas en retirer ensuite. C'était aussi, d'une certaine manière, la théorie de la littérature un peu dingue de William Burroughs, par exemple, quand il parlait du verbe avec un V majuscule comme cette chose qui pouvait tout créer. Eh bien, d'une certaine manière, les juristes romains pensaient la même chose, et ils le pensaient d'une manière qui était une manière qu'on pourrait qualifier de pragmatique. C'est-à-dire qu'ils le pensaient par les effets et pas par les causes. La question n'est pas de savoir si parce qu'un certain nombre de causes étaient remplies, alors la nécessité de la parole pouvait se déployer, mais était de dire, vous avez changé, donc en effet, les paroles produisent un effet de nécessité. C'est l'effet qui vient servir, si vous voulez, de garant à la force même du langage. Évidemment, derrière tout ça, il y a des tonnes de choses qui sont extrêmement, qui sont très sophistiquées, que quelqu'un comme Giorgio Agamben, par exemple, a très bien montré dans un livre très important qui s'appelle Le Sacrement du langage, que je vous engage tous à lire, qui est un livre fondamental sur cette question de la puissance sacramentelle du langage, le fait que le langage n'est jamais une question disons descriptive, n'a jamais rapport avec l'être, mais a toujours rapport avec le devoir. Une thèse très forte d'Agamben avec laquelle je suis assez d'accord, et qui est une thèse qui rentre en résonance en effet avec ces anciennes institutions, qui rentre aussi en résonance, et c'est là où ça devient pour moi intéressant, avec un certain nombre de théories de la magie qui ont été défendues à la fin du XIXe siècle par toute une série de très grands anthropologues. On pense à Codrington, par exemple, à Fraser, on pense aussi à Mauss et Hubert en France, qui se sont tous intéressés à ces questions-là, ces questions des rituels magiques. Pourquoi est-ce qu'un rituel est efficace? Pourquoi un rituel, c'est pas juste une convention vide, c'est pas juste un geste comme ça, mais un rituel, ça fait des choses. Même si ces choses sont des choses qu'on ne peut pas toucher, même si ces choses ne font pas qu'on se mette à soudain à voler ou à se déplacer à la vitesse de la lumière d'un lieu à un autre, mais ça produit des effets qui sont des effets de transformation. Et pour les Romains, ces effets de transformation étaient des effets ontologiques. Vous n'êtes plus le même. Vous vous mariez, vous n'êtes plus célibataire. Vous rentrez dans un magasin, vous partez sans payer, vous devenez un voleur. Que vous ayez ou pas, que vous soyez ou pas attrapé par la police, que vous soyez ou pas attrapé par la réalité, vous avez quand même été transformé là où vous êtes au cœur, le plus essentiel de votre personne. Ça, c'est la magie. Bon, un autre concept de votre livre, c'est sans doute le lien social, non? À quel point le lien social
est en rapport avec cette idée du droit romain. Et si vous pensez que notre société se fait ou se construit différemment par le lien social actuel se formule, se institué par le droit actuel, le concept actuel du droit, en différence de ce que vous venez de nous expliquer, le droit romain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je crois. Si je réponds à côté, vous me corrigerez. Le lien social, c'est une expression qui est quand même une expression très étrange. À nouveau, je ne sais pas comment elle est utilisée par les intellectuels, par les médias, ici en Catalogne ou en Espagne. Mais en France, c'est une expression qui est devenue une expression un peu réflexe, comme ça. Et puis surtout, c'est une expression qu'on utilise souvent pour pleurer. Oh, la fin du lien social. Le lien social se dénoue. Et on a l'impression qu'une espèce de catastrophe comme ça est en train de se produire parce que quelqu'un, quelque part, n'a pas bien fait les lacets de sa chaussure. Moi, c'est toujours l'image que j'ai en tête, le lien social. On imagine, bon, fais tes lacets, sinon c'est la fin du... Bon. Donc, il y a quelque chose comme un usage déploratoire et assez sinistre, en réalité, de cette expression, qui m'a toujours un peu dérangé. Et donc, j'ai voulu m'interroger sur... mais d'où ça vient, ce truc? Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par cette expression de lien social? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise comme ça, de manière systématique, comme quelque chose qui viendrait désigner un état du monde et désigner évidemment la manière dont cet état du monde se dégrade, se transforme, etc. etc. Et donc j'ai voulu en effet faire un petit travail là aussi d'enquête pour savoir qui était le premier à l'avoir utilisé, cette expression. Bon, la réponse, Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social. Dans quel contexte? Pourquoi? Quel est le lien entre l'invention de cette histoire de lien social et sa reprise par la sociologie? Pourquoi est-ce que la sociologie est peut-être la discipline universitaire qui utilise le plus ce concept de lien social? Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon les détails sont dans le livre pour ceux que ça intéresse, mais si vous voulez, le problème avec l'idée de lien social, c'est son caractère que je pourrais qualifier de molaire, pour utiliser un mot de Gilles Deleuze, c'est-à-dire son caractère gros et mou. Le fait qu'il appartienne à une logique qui est une logique du devoir, disons unitaire, un devoir qui traverserait la société, qui nouerait ensemble la totalité de ses membres et qui viendrait désigner comme ça nos existences comme appartenant à quelque chose comme un tout, plus ou moins traversé de tendances diverses, plus ou moins traversé de pluralisme et de variété, mais enfin, en gros, il y a quand même un machin qui s'appelle la société, et puis il y a des membres de cette société, et ces membres de cette société sont structurés, distribués en fonction d'un truc qui s'appelle le lien social. Bon, c'est une métaphore peut-être, mais cette métaphore est une métaphore qui est une métaphore parfaitement agaçante, parce que précisément, elle passe complètement sous silence la fabrique. Qu'est-ce qui fait qu'en effet je suis attaché à cette personne et pas à cette personne? Qu'est-ce qui fait que je suis attaché à cette idée et pas à cette idée? Qu'est-ce qui fait que je suis attaché à ce choix, à cette maison, à ce travail, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en réalité, il existe entre moi et même moi-même, mais entre vous, ceci, ça, qu'est-ce qui fait qu'il existe des liens? Qu'est-ce qui fait qu'il existe en effet des formes de relations plus ou moins solides, plus ou moins plastiques, plus ou moins fermes, entre humains, non-humains, bon. Les Romains, de ce point de vue-là, proposent une réponse. Une réponse qui est une réponse en termes de magie, une réponse en termes de construction, de fabrique, d'artifice. C'est cette relation-là que l'on va élaborer pour pouvoir établir, par exemple, je ne sais pas moi, la relation qui peut exister entre, c'est un exemple que j'aime beaucoup, dans ce qu'on appelle les fonds fermiers, une ferme. Quand on vend une ferme, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on vend, je sais pas, des champs, il y a des murs, il y a des vaches, un tracteur, bon, peut-être un peu d'argent, pas beaucoup en général. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour considérer ça comme un tout? On ne dit pas une ferme, on dit
un patrimoine qui comporte plein d'éléments que l'on rattache ensemble. Pour les rattacher, il faut des opérations, qui sont des opérations parfois étonnantes. Par exemple, le chien de la ferme, qui court dans tous les sens, qui parfois s'en va, Comment faire que ce chien fasse partie des murs? Les juristes vont vous répondre, eh bien on va le transformer en brique. On va le considérer, en d'autres termes, en termes techniques, comme un immeuble par destination. Voilà. C'est-à-dire véritablement transformer un chien en brique. Cette conversion-là, c'est une conversion qui est une conversion ontologique, on change la nature du chien, mais c'est une conversion qui établit surtout un lien matériel entre les murs, le sol, un truc qui fait que, en effet, cette chose finit par former un tout, mais un tout qui est un tout hybride, un tout qui n'est pas un tout défini par un seul arc, mais qui définit par la multiplicité de ces petites opérations qui font que, alors, le chien, ok, ça va, l'argent, on fait comment, ça, ok, bon, très très bien, et ce qu'il y a dans les granges, comment est-ce qu'on rattache tout ça? Donc ces attachements-là, c'est chaque fois un attachement à la fois, c'est chaque fois une fabrique à la fois, c'est chaque fois une opération à la fois. Et il y a là quelque chose qui est quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'idée de lien social. Elle est intéressante pourquoi cette idée? Non seulement parce qu'elle fait droit à la singularité, mais surtout parce qu'elle fait droit à la transformation. Le lien social, il est soit donné, tous les Catalans sont comme ça, voilà, les Français, les Belges, bon. Il est donné, mais ce donné est en plus source d'une espèce de négociation un peu vague. Oh, nos valeurs, bon, nos traditions, notre histoire, toute une série de choses qui pèsent comme ça au cul comme une culotte mal lavée, si vous voulez, un truc qui nous plombe véritablement et nous plombe et sert à tous ceux qui ont envie de faire la police d'argument pour venir dire ah non, vous pouvez pas faire ça, c'est contre notre tradition. Ah non, vous pouvez pas faire, c'est contre la manière dont nous pensons comme société. Bon, les juristes fonctionnent en sens inverse. Ça les intéresse pas les traditions. C'est la question qui se pose est toujours ce lien que j'ai construit. Si les circonstances changent, est-ce que je peux le transformer? Ou ce lien que j'ai construit, est-ce qu'il peut se lier autrement avec autre chose? Est-ce qu'on peut le défaire, ce lien? Évidemment qu'on peut. Est-ce qu'on peut le faire fonctionner dans une autre direction, etc., etc. Il y a une opérationnalité des liens juridiques qui est une opérationnalité, je l'ai dit à nouveau magique, c'est une opérationnalité purement abstraite, purement de nécessité purement verbale, mais une magie qui est une magie, disons, révolutionnaire en permanence. Le droit, si vous voulez, c'est la révolution permanente. Le rêve moite de Trotsky, si vous voulez, c'est le droit, en réalité. Il ne le savait pas, mais voilà. Et donc il y a quelque chose, là, si vous voulez, qui, moi, me paraît plus à même de nous équiper dans nos réflexions, peut-être dans nos combats, peut-être dans nos relations aussi que nous avons avec effectivement nos environnements, nos espaces d'existence, les groupes auxquels nous appartenons, nous croyons appartenir, etc., etc. Quelque chose de plus riche parce que c'est quelque chose qui pose toujours la question de comment va-t-on continuer. C'est pas d'où on vient. D'où on vient, c'est pas très important. C'est comment va-t-on continuer. Étant donné que continuer, ça peut être continuer de la même manière, ça peut être continuer autrement, ça peut être partir complètement à gauche ou complètement à droite. C'est pas le problème. Mais comment continuer? Comment faire qu'un état des choses donné puisse produire des attachements nouveaux qui continuent ce que Gabriel Tarde appelait l'extension du cercle magique. Voilà. Comment va-t-on continuer à étendre ce réseau, ce tissu de relations, ce tissu de liens, qui est évidemment compliqué à cartographier, parce que ça signifie qu'il faut une cartographie qui implique la bouteille, le bouchon, le truc, chaque brique, chaque machin, presque, voilà. C'est beaucoup plus compliqué que le lien social. Le lien social, c'est pratique. Mais parce que c'est pratique, ça ne dit rien, en réalité. Ça ne dit rien parce que ça ne dit aucune des différences. C'est juste une arme. Une arme qui est très utile pour faire taire, une arme qui est très utile pour conserver, une arme qui est très utile aussi pour pleurer, mais pleurer des larmes de crocodile, pas des larmes très sérieuses. Et c'est pour ça qu'en effet, dans ce livre, il y a une espèce d'effet de bascule entre la manière dont s'est constituée cette idée de lien social, une constitution paradoxale, compliquée, la manière dont, quelque part, l'idée de lien prise au sérieux jusqu'au bout fait mentir l'idée de lien social, et comment, enfin, à la fin des fins, en fin de compte, l'idée de lien
prise au sérieux, permet d'inventer ou de formuler peut-être le plan, le projet, la description peut-être d'une totalité qui ne soit pas une totalité sociale, mais une totalité articulée suivant un principe de différenciation maximale, de continuation maximale, un principe aussi qui est un principe qu'on pourrait qualifier de futurité, d'une certaine manière maximale. Ça, c'est peut-être l'enjeu principal du livre. C'est ce qui articule, disons, les différentes propositions et les différents espaces du livre. C'est vraiment cette espèce de déconstruction, craquage et voie de sortie autour de l'idée de lien social. Oui, dans tous les auteurs que vous avez choisis pour articuler votre livre, bon, c'est clair, vous commencez par Rousseau, mais ce qui m'a intéressé, cette argumentation que vous avez employée, c'est la référence évidente, parce que quand j'étais en train de lire, j'étais où est Giordano Bruno? Il n'apparaît pas encore, mais à la fin, il apparaît. Donc, il parle de ce lien civil. Disons qu'il y a une espèce de chronologie à l'envers, peut-être. Vous parlez d'abord de Rousseau, parce que le contrat social et tout. Mais à la fin, vous parlez de Giordano Bruno, le lien civil. Et je ne sais pas, comme la question, c'est quel lieu occupe Bruno dans cette réflexion sur le lien social et l'appellation civile, non, peut-être dans lui. Oui, merci. Bruno, effectivement, c'est une figure extraordinaire quand même. Ouais. Extraordinaire parce que justement, il est peut-être le premier, peut-être même le seul, à part Gabriel Tarde, mais qui cite vaguement Giordano Bruno, à parler à la fois de magie et de lien. Ouais. À la toute fin de sa vie, peu avant son procès et son exécution, il écrit 2 petits opuscules tout à fait étonnants. L'un, le De Magia, effectivement, bon, voilà, de la magie, un petit opuscule de la magie, et un autre petit opuscule presque simultanément qui s'appelle Des liens. Et il y a des liens, si j'ose dire, entre les deux à plein d'égards, des liens qui tournent justement autour du fait que pour Bruno, la magie est en effet une question, et pour lui aussi, elle est une question de lien. Et de liens qui sont des liens qui s'organisent au-delà de la singularité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure derrière, il y a une idée politique. C'est pas juste faire l'éloge des petits liens, chacun dans son coin, par opposition à la voile du moléculaire par rapport au molaire. Deleuze faisait ça très bien, ces espèces d'oppositions. Moi, je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin, disons, et reconstruire des totalités à partir des singularités. Donc, une totalité foireuse est restituée à la singularité, et à partir de cette singularité, peut-être peut-on, comme le mauvais infini de Hegel, on passe du mauvais infini, on revient au singulier pour retourner au bon infini, si vous voulez. Donc, peut-être qu'on peut constituer une totalité de moins à la 6-4-2, comme disait le président Schreiber, que celle foireuse du lien social. Donc chez Bruno, il y a ça. Chez Bruno, il y a ça parce que le lien chez lui, c'est d'abord quelque chose qui se multiplie à l'infini, qui se multiplie même à l'échelle de la totalité de la création. Tout est lien, et tout est lien depuis, évidemment, une figure essentielle qui est la figure de Dieu. À partir de Dieu, Dieu fabrique des liens qui ensuite sont fabriqués en dessous de Dieu, par d'autres, etc., etc. Et ce qui est très fort chez Bruno, et qui peut expliquer peut-être pourquoi il a été si mal vu par les autorités de Rome, c'est qu'en effet, ce Dieu, pour pouvoir fabriquer des liens, en fait, il doit déjà être précédé de quelque chose. Et ça, c'est inadmissible. Rien ne précède, évidemment, l'activité créatrice de Dieu. Bruno dit ici, le fait même de faire des liens, c'est-à-dire le principe de nécessité, à nouveau, qui appartient à la logique des liens, elle lie Dieu au lien, lui aussi. Et donc tout ce que l'on observe ensuite, cette espèce de création infinie, large, ce monde de liens, ce cosmos de liens, traversé par cette logique de la nécessité à laquelle Dieu lui-même est comment dirais-je, avec lequel Dieu lui-même est pieds et poings liés, ça place chacun des créateurs de liens
chacun des participants à ce monde de liens, dans une même position que celle de Dieu lui-même, c'est-à-dire d'être précédés par une nécessité qui leur donne le pouvoir de création. C'est là sa magie. Ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est parfaitement théorétique, mais c'est quelque chose d'énorme et qui, justement, va, si vous voulez, dans le sens de ce que j'expliquais il y a un instant à propos de cette histoire, de cette possibilité d'extension du cercle magique, cette possibilité de constituer une totalité civile qui soit une totalité reposant sur voilà, comment dire, comme chez les Romains qui mettaient la citoyenneté avant la cité, si vous voulez, à l'inverse des Grecs qui mettaient la ville avant les citoyens. Il y a la possibilité d'extraire, d'induire ou d'inférer une totalité à partir de cette espèce de multiplicité qui pour Bruno était ordonnée, qui pour moi est anarchique. C'est la différence peut-être. Une figure comme ça du monde qui est une figure qui se caractérise avant tout par sa richesse. Après, pourquoi Bruno aussi dans le mouvement, si vous voulez, qui traverse le livre, c'est parce que voilà, c'est quelque chose d'assez simple en réalité. C'est je crois assez fort dans l'idée des traditions contraires, si vous voulez. Il y a des traditions dominantes, et puis il y a des traditions oubliées. J'ai toujours aimé les losers, hein, peut-être parce que j'en suis un moi-même, j'en sais rien. Et donc c'est vrai que les traditions oubliées suscitent davantage d'appétit chez moi que les traditions dominantes. Et donc les traditions, voilà, Rousseau, Montesquieu, Durkheim, machin, c'est très bien. C'est des immenses, voilà, qui suis-je, hein, c'est évidemment des... Mais peut-être qu'il y a des choses dans les poubelles de l'histoire, dans les égouts de la pensée, dans les coins, qui vaudraient peut-être la peine d'aller remettre à peut-être pas à leur place, mais de leur redonner d'une certaine manière la parole. Et donc c'est pour ça que quelqu'un comme Bruno, qui aujourd'hui est considéré comme une espèce de figure un peu exotique, amusante, de la Renaissance tardive, comme ça, d'en faire le protagoniste d'une pensée politique et sociale au moins aussi puissante, au moins aussi intéressante que celle de ces grandes figures canoniques que peuvent être Rousseau ou Montesquieu, je trouve que c'est un acte de justice. Voilà. C'est essayer de rendre justice à un travail qui est aussi rendre justice à une vie, rendre justice à une mort, à une exécution absurde, à une condamnation absurde dont il a été victime. Donc c'est un petit acte de redresseur de tort. Voilà. Et moi, j'avais introduit justement Giordano Bruno parce que, comme on avait parlé avant de la séance, moi j'aime beaucoup l'œuvre, les écrits de Miguel Avansour. Et quand il avait donné presque son dernier livre, qui c'est des entretiens, une des questions c'était maintenant quoi faire. Il dit il faut travailler le lien social et lire Giordano Bruno. Et c'est pour ça que quand je lisais votre livre, j'ai pensé où est Giordano Bruno. Et finalement, il est apparu, et, bien sûr, c'est intéressant. Vous parlez de cette idée de nécessité, mais nous sommes dans l'opposé, dans le contraire. Quand Meillassoux, il parle de cette période que nous habitons, que c'est la contingence. Hein? Comme vous entamez cette idée du lien dans un espace social contingent? Quelle serait votre réponse? Surtout pour vous demander dans quel moment vous avez dit que ce livre, c'était déjà, il a 10 ans qu'il a été écrit. Donc maintenant, quel est votre point de vue vis-à-vis le lien social dans la période que nous habitons maintenant? Bon, et ça peut-être c'est trop long, mais on va essayer de garder le temps qui nous donne la présentation pour donner après, dans 10 minutes, donner la parole à ses auditeurs. Alors, quant à Meillassoux, alors évidemment, je ne sais pas si tout le monde connaît quant à Meillassoux, mais c'est vrai que quand son livre Après la finitude est sorti en 2004, ça a été une espèce de coup de tonnerre dans le ciel philosophique parce que il se permettait toute une série de gestes théoriques extraordinaires qu'on croyait disparus, mais qu'il a fait revenir du néant, mais fait revenir du néant avec une espèce d'hyperactualité extraordinaire.
Par exemple, la première phrase du livre, c'est quand même « La doctrine des qualités premières et des qualités secondes a été dévaluée, il faut la réévaluer. » Il y en a qui ont du culot, quoi. Ouais. Voilà. En anglais, on dirait même « balls, have balls ». Bon, dans le cas de Meiyasu, il y a, voilà. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et donc cette thèse extraordinaire qui est au centre du livre, qui est de dire, au fond, tout, absolument tout est contingent. Il n'y a de nécessité à rien, sauf au fait que tout soit contingent. Ouais, c'est ça. C'est un geste d'une élégance et d'une simplicité absolument prodigieuse, quoi. Ouais. Voilà. Tout est contingent, sauf le fait que tout soit contingent. Ça, c'est absolument nécessaire pour Meiyasu. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me rappelle comme ça, et je ne suis pas le seul, parce que, enfin, évidemment que je ne suis pas le seul, mais je me rappelle d'une soirée hallucinante comme ça chez Bruno Latour. Bruno Latour, de son vivant, aimait bien organiser des salons un petit peu à la façon 18e siècle, comme ça. Et vers 2004-2005, tout le monde emmerdait Bruno Latour en lui disant « Mais au fond, ce que vous faites... ça fait un peu penser à ce que fait Alain Badiou, la vérité, voilà. Après Derrida, tout ça, on ne peut plus vraiment parler de vérité, mais vous parlez de vérité quand même, Badiou aussi parle de vérité. Bon, alors je crois que ça l'emmerdait un petit peu, mais il n'a jamais osé inviter Alain Badiou pour une discussion, et Alain Badiou non plus, d'ailleurs, n'a jamais discuté avec Bruno Latour. C'est vraiment une rencontre qui n'a pas eu lieu, ce qui est très dommage. Et donc à la place, il a un jour invité Quentin Meillassou, genre, c'est le petit Badiou, donc voilà. Pour le cuisiner et l'interroger comme ça. Alors, c'était une soirée qui était une soirée très étonnante parce que c'était vraiment l'univers mental, l'univers conceptuel de Latour d'un côté et d'Isabelle Stengers qui était présente aussi, et de l'autre côté l'univers très spéculatif de Meillassou de l'autre qui fonctionnait, qui n'ont pas réussi à rentrer en dialogue. Ça passait pas du tout cette histoire-là. Et la manière dont Meillassou défendait son projet, qui est un projet modélisé, enfin, dans sa tête, tout était d'une clarté absolue. Il pouvait le prendre de n'importe quel côté, comme on le fait, vous savez, dans les modélisations 3D, comme ça, quand on fait tourner un truc un peu dans tous les sens sur les ordinateurs, vous voyez. Vraiment, c'était absolument sidérant. Donc moi, j'en ai conçu un respect éternel pour lui. Mais, donc j'ai fait cette longue... Mais, évidemment, quand quelqu'un est trop fort, on a envie de ne pas être d'accord avec lui. Alors, ça fait longtemps, en effet, que j'essaye de ne pas être d'accord avec Quentin Meillassou, mais c'est très difficile de trouver le défaut de la cuirasse, quand même. Et c'est vrai que, ici, dans le livre, il y a un petit paragraphe qui discute après la finitude, un paragraphe qui s'appelle de manière soit très prétentieuse, soit très ironique, après la finitude. Il y a beaucoup de... Ouais, bon, enfin bref, j'ai une tendance à la blague un petit peu déplacée. Et dans lequel j'essaie de dire, au fond, cette thèse de la contingence de tout, sauf du fait même de la contingence de tout, c'est une thèse qui en réalité n'est pas gentille pour la contingence. C'est pas gentil pour la contingence parce que ça... donc je remplace l'argumentation, moi je ne peux pas répondre à son argumentaire, il est trop rigoureux, quoi. Donc logiquement, il gagne. Mais du point de vue, disons, de ce qu'on pourrait appeler une éthique ou une morale, quelque part, du concept, il y a quelque chose de méchant à son égard, il y a quelque chose de méchant chez lui par rapport à la contingence, parce qu'au fond, la contingence, elle produit elle-même ses effets. Et c'est ce que les juristes ont montré. À partir de la contingence d'une parole, d'une situation, d'une rencontre entre une chose et une autre, une nécessité peut quand même avoir lieu. C'est une nécessité inconsistante. Pour quelqu'un comme Meillassou, ce ne serait pas une vraie nécessité. Mais pour quelqu'un qui est d'accord avec l'idée qu'en effet le langage possède cette puissance magique, la transformation a quand même eu lieu. Pour Meillassou, sans doute ça n'a aucune importance, le fait de dire voleur ou pas voleur, ça aussi c'est contingent. Moi j'ai l'impression que ce n'est pas très gentil pour le fait qu'en effet les gens se transforment. Et quand des gens, je ne sais pas moi, se marient par exemple, ils sont transformés par cette institution du mariage. C'est pas très gentil de dire que c'est contingent quand les gens qui se marient, il faut imaginer, il faut croire, sont quand même traversés par quelque chose qui s'appelle l'amour, par exemple, etc.,
qui vaut peut-être mieux que la contingence, quoi. Bon. Donc voilà, c'est pas un argument, j'en ai bien conscience, mais Yassou continue à gagner, évidemment. Mais disons que c'est un petit reproche, voilà, qu'il fallait que je lui fasse, mais qui est un reproche qui est uniquement dicté par la pure jalousie. Hein, c'est tout. Derrière, j'aurais adoré pouvoir avoir une idée aussi belle et aussi simple que la sienne. Et vous, maintenant, votre travaux actuels, quel est votre sujet d'intérêt maintenant? Le dernier travail que j'ai publié, c'est un assez gros livre qui est sorti en France il y a 15 jours, qui s'appelle Super Faible, sous-titré de manière extrêmement prétentieuse, Pensée au XXIe siècle, qui est un livre qui essaye de réfléchir à la question de la force dans le domaine de la pensée. Et les liens qui existent entre la force et le fait d'avoir raison, ou la force de l'avoir raison. Qu'est-ce que ça veut dire avoir raison? Qu'est-ce que ça veut dire être fort dans le domaine de la pensée? Et l'idée qui traverse ce livre, et qui ensuite se ramifie dans plein d'endroits, c'est un livre un peu baroque, au fond, c'est que l'héritage qui nous reste de la modernité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je l'aime pas trop, mais enfin bon, est un héritage qui est précisément basé sur une prédication de la pensée par la force. Le bon argument est l'argument qui gagne. La vérité est la vérité qui triomphe de l'illusion. La bonne parole, le bon geste est celui qui sera plus fort que le mauvais, etc., etc. Et donc on est traversé depuis les débuts de la modernité par une philosophie qui est une philosophie qui pense la pensée comme un champ de force traversé par des défaites et des victoires, par des guerres, et qui laisse complètement de côté la possibilité de la perte, la possibilité du tort, la possibilité de l'effondrement, la possibilité du gâchage, du gâchis, du ratage, du plantage, du vautrage. Et donc, j'ai essayé de faire un livre qui soit pas tellement un éloge du raté, mais une réconciliation avec ce qui est rendu impossible par la question de la force, c'est-à-dire tout ce qui ne serait pas une pensée de l'ordre de la confrontation. Voilà. Donc c'est un travail qui a aussi un côté généalogique, qui a aussi un peu de droit dedans, parce qu'évidemment c'est une discussion avec l'histoire de la critique. Or la critique a une histoire juridique qu'on oublie. Voilà, la crisis, c'est une forme de jugement en droit grec archaïque. Enfin bon, donc il y a un peu de droit, mais il y a aussi de la cuisine. Il y a un peu de logique, il y a du Japon, il y a toutes sortes de choses là-dedans dans ce livre. Mais voilà, c'est un livre qui tourne autour de cette question qui pour moi est une question essentielle aujourd'hui. Où en effet le débat public, faut pas être très malin pour le voir, et véritablement détruit. Enfin, le débat public ou toute forme de conversation est aujourd'hui détruite par l'idée de la force, par l'idée que, au fond, tout le monde possède les mêmes capacités égales à avoir raison, c'est-à-dire les mêmes capacités, une capacité égale à détruire tout ce qui n'est pas sa raison. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir tort quand le fait d'avoir raison ne sert plus à rien? Donc ça, c'est le sujet de ce livre. D'accord. Bon, on va donner la parole au présent. On va poser des questions, si podeu... Oui. No sé si hi ha un micro o... No sé, no veig... Una pregunta en español. Salut, bonsoir. Voy a preguntar en català. Sí, es tradueix així, tothom m'entén. Sí. Ja que heu tret a col·lació l'autor Giordano Bruno, a mi la conversa que heu tingut m'ha fet pensar en un altre autor que no sé fins a quin punt forma part del teu món o de la teva cosmologia del vincle, que és Leibniz. Leibniz és un filòsof, podríem dir,
de la preil·lustració o de la modernitat, no? Que introdueix un vector d'optimisme i que introdueix aquesta idea de l'harmonia preestablerta. No? És a dir, hi ha una sèrie de subjectivitat, de mònades, d'entitats, podríem dir, individuals, però que d'alguna manera estan obertes o interrelacionades una a l'altra. No? Perquè és una curiositat, és a dir, fins a quin punt aquesta idea d'harmonia preestablerta xoca, no? Amb aquesta idea que tens del vincle social que seria no preestablert, sinó establert, o no. És a dir, hi ha alguna manera, per dir-ho d'alguna altra manera, hi ha alguna manera de fugir d'aquesta necessitat del vincle, i si és que no, que és el que em sembla que proposes, fins a quin punt té a veure amb això de Leibniz i d'aquesta harmonia preestablerta, no? Una curiositat. Merci beaucoup. Leibniz, oui, bien sûr. Et évidemment, Leibniz par Deleuze aussi. Comme toujours, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est vrai que Deleuze continue à me marquer beaucoup. Et donc, la lecture que fait Deleuze de Leibniz, c'est quelque chose, bien sûr, qui est toujours là. Après, je ne suis pas tout à fait sûr de partager la totalité de... Donc Leibniz est extraordinaire parce que c'est véritablement le penseur des multiplicités baroques, le penseur des... Comme disait Deleuze, le penseur des plis et des plis sur plis. Et c'est aussi un juriste, du reste. Il a commencé par des thèses de droit. C'est aussi l'inventeur de la caisse d'assurance. C'est une figure qui est à plein d'égards dans son baroquisme pragmatique, et une figure qui est très importante pour moi. Après, la question de l'harmonie préétablie, on peut la comprendre de plein de manières. Deleuze en propose une interprétation, on peut être d'accord ou pas. C'est vrai que par réflexe, moi j'aurais envie de parler, s'il s'agit de parler d'harmonie, j'aurais envie de parler d'harmonie post-établie. Et une harmonie qui vient jamais, mais c'est pas grave. Parce que le mouvement, d'une certaine manière, me suffit. Où le mouvement suffit à, en effet, continuer, puisque c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est continuer. Comment est-ce qu'on continue? Comment est-ce qu'un attachement permet de donner naissance à un autre attachement, etc., etc. Comment est-ce qu'on continue? Donc ça, cette question, c'est une grande question. Comment continuer? Comment poursuivre? Et de ce point de vue-là, tout ce qui pourrait permettre de penser qu'on est arrivé, évidemment, pose un problème. Parce que le moment où la chose est arrivée, on n'y est déjà plus, d'une certaine manière. Donc le lien social, quand on en parle, il est déjà plus là quand on se met à en parler. Ça n'a aucun sens, le lien social. L'idée d'une harmonie qui ferait partie de l'ordre du cosmos, pour moi, effectivement, n'a aucun sens. C'est une idée très grecque et très belle, mais c'est une idée qui n'a aucun sens. Ou alors qui aurait un sens peut-être chinois. Il y a une idée chinoise de l'harmonie qui est une idée transformatrice, même s'il y a l'arc du ciel qui vient tendre l'espace du cosmos, cet espace n'est ordonné que par sa transformation. Avec ça, je pourrais être d'accord, par exemple. Mais sinon, en effet, sur ce point précis, je ne suis pas, disons, leibnizien. Sur tous les autres, avec plaisir, mais sur ce point-là, je marquerai une différence. Mais, voilà, merci beaucoup. Sí, bona tarda. Gràcies a tots dos pel vostre col·loqui. Bé, ha estat interessant, però a més el que ha estat és molt suggeridor, perquè heu parlat de moltes coses que d'alguna manera sempre suggereixen algo que hem llegit, algo del que hem sentit parlar, algo quotidià, algun autor. En aquest cas, la primera cosa que m'ha suggerit el vostre col·loqui és l'antinòmia que hi ha entre la paraula màgia i el significat que aquí se li ha donat. Perquè la màgia sempre la relacionem amb un fet irracional, que s'escapa als nostres conceptes de la lògica. I, en canvi, n'heu fet un ús bastant lògic. I a la vegada m'ha fet pensar també en allò que, en una frase que crec que es pot atribuir a Durkheim, que diu que la llei prové del costum i que és de la mateixa naturalesa, el dret, d'un costum que ve de la més remota antiguitat
amb una determinada civilització. I que ell anomena Durkheim anomena aquesta mena d'imposició que abans que esdevingui llei ha estat costum, l'anomena fet social. Llavors la meva pregunta seria si això que Durkheim en diu fet social que pesa sobre un determinat col·lectiu ho hem d'entendre amb els mateixos termes del vincle social que ara ens heu parlat avui. Moltes gràcies. Merci beaucoup pour cette question qui est elle-même très riche et très précise. Alors, il y a deux choses que je voudrais vous répondre. Il faut que je me souvienne de la première, parce que j'avais envie de dire la première avant de parler de Durkheim. Ah oui, sur la question du rationnel et de l'irrationnel. En fait, les deux sont liés. Durkheim joue un rôle très important dans toute cette histoire, évidemment parce qu'il est celui qui a repéré en premier l'importance du concept de lien social chez Rousseau et chez Montesquieu. Dans sa thèse de doctorat, ainsi que dans un article de jeunesse consacré respectivement à Montesquieu et à Rousseau, c'est la seule fois dans son œuvre où il utilise l'expression lien social. Il est jeune, toutes les théories pour lesquelles il est connu ne sont pas entièrement développées, mais il les utilise. Donc il est au cœur de cette affaire, il est au cœur de cette affaire aussi parce que c'est dans l'année sociologique, sa revue, que va être publiée la plus importante des théories de la magie, si vous voulez, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui est celle de Hubert et Mauss. Donc Hubert, je crois qu'il est son beau-frère, et Marcel Mauss, qui propose cette interprétation de la magie en disant, au fond, la magie, c'est quoi? La magie, c'est la parole efficace. Et la magie, c'est l'espace du rituel. Bon. Donc Durkheim est au carrefour. Donc c'est identifier l'endroit où les choses se situent. Mais un carrefour qui est un carrefour inconfortable. C'est un carrefour compliqué. Parce qu'en effet, même si Durkheim, comment dirais-je, s'intéresse d'une certaine manière aux formes de diversité à l'intérieur de l'espace de la société, même si son attirance personnelle, et même s'il est au courant de ce que fait son beau-frère et de la théorie de la magie, bon, sa préférence personnelle va toujours à des modes de totalisation. La solidarité comme tenseur des espaces sociaux, l'idée que le fait social est forcément lui aussi une forme de la totalité, etc., etc. Durkheim a des tendances qui sont des tendances d'une certaine manière totalisantes parce que c'est ce que la discipline qu'il essaie de fonder réclame. Il essaie de fonder une sociologie, c'est-à-dire une science des sociétés, et pas une science des liens humains. Donc en effet, j'ai envie de dire que Durkheim, à cause de ça, quelque part, c'est l'ennemi ici. Mais à nouveau, un ennemi qui n'est pas un ennemi à mépriser, un ennemi passionnant, parce qu'un ennemi qui est au carrefour de toute une série de choses, qui sont des choses qui sont, je crois, décisives. Voilà, donc c'est une réponse qui est une réponse un petit peu vague à votre question. Mais voilà, donc deux choses. Un, Durkheim, bien sûr, importance. Deux, je ne peux pas le suivre sur la question, sur l'interprétation qu'il donne de la société, parce que justement, ce que j'essaie de proposer, au fond, ruine l'idée même de société, parce qu'il n'y a pas... En fait, on ne peut plus créer de frontières de société. On ne peut plus... Si on s'intéresse, comme le fait Giordano Bruno, ou comme le fait Gabriel Tarde, ou comme le faisaient les juristes romains, à la question des liens et des totalités possibles à partir de ces liens, ces totalités, il ne peut y en avoir qu'une seule. C'est la totalité de tout. Mais on ne peut pas s'arrêter à « Ah non, c'est juste un pays, un groupe, un truc ». Il n'y a pas de frontière possible. Où est-ce qu'on la mettrait, la frontière? À quel moment on dirait « Ah non, cette personne-là, elle est dedans ou elle n'est pas dedans ?» On ne sait pas trop. Ce meuble, cette entreprise, elle appartient à quoi? Et en fait, ça devient impossible d'établir des frontières. Et c'est évidemment aussi une des idées qui travaille en arrière-plan. Si on ne peut pas désigner des sociétés,
si on ne peut pas désigner des groupes, alors les frontières n'ont plus aucun sens. Pour l'instant, on nous emmerde beaucoup avec les frontières. Donc, voilà. Laurent, à la question qui vient de nous poser sur si l'effet social, c'est le lien, je pense que peut-être, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais on peut dire un lien social, c'est un fait social. Mais dans le moment qu'on le nomme fait social, il laisse d'être un lien. Disons qu'il y a un arrêt au dynamisme qui comporte le lien. Le lien, c'est une dynamique permanente. Mais l'idée que vous venez de dire, c'est que Durkheim imagine une société, disons un espace arrêté, non? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Oui, si, on pourrait dire ça, oui. On pourrait essayer de fabriquer une asociologie des liens, comme Georges Bataille voulait faire une athéologie. Ah oui, c'est voilà. Ça. Et on pourrait essayer de fabriquer quelque chose comme ça, dont l'objet serait une asociété. Ça, je crois que ça, c'est sans doute quelque chose avec lequel je serais d'accord. Mais oui, voilà. Voilà. J'ai conscience évidemment de l'embarras que ça constitue, parce que je respecte évidemment beaucoup la sociologie, l'histoire de la sociologie, mais il est vrai que si on tire les conséquences jusqu'au bout de ce que je raconte, en fait, la sociologie conçue suivant son programme tel qu'il est né chez Durkheim, chez Weber, et puis, quoique Weber c'est plus compliqué, est-ce que Weber est vraiment sociologue, on ne sait pas trop, c'est plutôt un historien des religions finalement, Weber, on sait pas, enfin bon. Voilà, le programme universitaire de la sociologie devient un programme, en effet, avec un point d'interrogation. On peut aller faire société. Bé, gràcies per la resposta i per l'afegitó que hi heu fet. Sí, possiblement sigui cert l'aspecte dinàmic del vincle social, però els fets socials també són canviants. Vull dir que per mi, aquesta explicació potser marca un punt de trobada més que una diferència. Sobretot si pensem en que el primer vincle social entre els humans podria ser degut amb un compromís per establir una idea de civilització que anés més enllà del tots contra tots. Per tant, aquest punt inicial, un punt inicial de la civilització requereix un pacte perquè una determinada cosa canviï, deixi de ser el que era, posem per cas, una societat violenta i una societat pacífica que vol progressar d'una altra manera. Per tant, aquest compromís social sí que estaria en l'origen que es generés un determinat costum i que això no ha de passar necessàriament i de manera simultània a tots els llocs del planeta, sinó que cada civilització ha tingut un lloc geogràfic d'origen. Una altra cosa és la trobada de civilitzacions, amb el qual estaria implicat un diàleg, novament, i un nou compromís. Però no necessàriament es parteix d'un món global, sinó que es pot arribar a un món global, que seria la matisació que jo faria a la resposta que m'heu donat. Gràcies. Oui, je vois très bien ce que vous essayez de suggérer. Et j'aurais envie d'être d'accord avec vous parce que, évidemment, je sens la générosité et le souci de votre réponse. Mais précisément, c'est le point sur lequel je ne suis pas d'accord, en réalité. Ce que j'essaye de suggérer, c'est une suggestion.
C'est une proposition. On n'est pas obligé de l'adopter ou de l'accepter. C'est une hypothèse, presque une fabulation. Et si les idées de société, de civilisation, si c'était des idées inutiles? C'est ça, au fond. Si c'était des idées qui ne nous servaient à rien, parce qu'elles ne nous permettent pas, elles nous rendent... c'est un problème d'échelle, si vous voulez. Elles sont soit trop grandes, soit trop petites. Elles sont trop grandes pour nous permettre d'examiner la manière dont sont fabriquées les relations, sont fabriqués les liens qui ne sont pas des liens sociaux. Un lien, c'est pas social. Un lien, c'est une chose, un être. Les liens sont éventuellement juridiques, si vous voulez, ou ils sont moraux, ou appelez-les comme vous voulez, mais ils ne sont pas sociaux. Parce qu'à nouveau, ces liens font que, je ne sais pas moi, la nourriture qu'on va manger au restaurant tout à l'heure, elle vient pas d'ici, elle vient de là dans un autre endroit, si ça se trouve, la technologie qui est là, elle vient pour partie de Chine, avec des minerais qui viennent du Chili, avec la question est toujours celle de qu'est-ce qui est lié. Et donc les totalités, qui seraient des totalités qui s'épargneraient d'examiner à chaque fois ce qui est lié et comment c'est lié et pourquoi c'est lié et comment est-ce qu'on peut ensuite en faire quelque chose, c'est-à-dire comment ça peut continuer, c'est des totalités qui sont des totalités purement abstraites. Mais ce n'est pas non plus une totalité au sens premier du terme, c'est-à-dire une totalité n'a de sens que si elle est effectivement tout. Donc on est dans une situation qui est une situation... C'est pour ça que j'ai un problème avec l'idée de société. J'ai un problème avec l'idée aussi de nation, du reste, avec l'idée de civilisation. Ce sont des idées qui fabriquent des tout fictifs. Alors les fictions, ça c'est intéressant. Mais si on admet que c'est des fictions. Parce que les fictions produisent aussi des effets. Mais il faut d'abord admettre que ça n'existe pas. Si vous voulez faire des effets avec l'idée de société... Faites des effets avec l'idée de société. Si vous voulez faire des effets avec l'idée de nation, faites des effets avec l'idée de nation. Si vous voulez faire des effets avec l'idée de civilisation, faites des effets avec l'idée de civilisation. Après, moi, je suis pas persuadé, mais ça c'est un point de vue personnel, qu'en général, les effets produits par ces concepts soient des effets intéressants. Le plus souvent, c'est des effets de guerre, des effets de clôture, des effets d'enfermement, des effets de violence, etc., etc. Et je pense on le voit beaucoup aujourd'hui. On supprime on supprime de notre vocabulaire, je ne sais pas moi, par exemple, l'idée de civilisation, l'idée de pays. Je pense qu'il y a toute une série de nations, il y a toute une série de conflits un petit peu brutaux qui subitement n'ont plus lieu d'être, ou même de culture. Culture, c'est aussi une idée, un concept qui est un concept. Quand on y réfléchit 2 secondes, on se dit culture. Elle commence où, elle finit où, la culture? Bon. Elle commence par qui, elle finit par qui? Elle vient d'où, elle part où? Voilà. C'est quoi? C'est comment on mange, comment on baise, comment on s'habille, quel dieu on prie, quel livre on lit, est-ce qu'on lit de gauche à droite, de haut en bas, ça commence et ça finit où? La réalité, c'est que personne ne peut le dire, ça. On ne sait pas. On voit juste à l'œuvre des processus de transformation avec des espèces de saillies, mais qui sont des saillies qui n'arrête pas elle-même de se transformer par rapport à la saillie d'à côté. C'est une espèce de paysage qui est un paysage parfaitement insaisissable. C'est un océan. Voilà, donc ça, c'est le problème, si vous voulez, que j'ai. Mais à nouveau, je sens et je comprends ce que vous essayez de dire. Mais précisément, ce que j'essaie de faire, c'est de poser l'hypothèse que peut-être ce vocabulaire-là est un vocabulaire qui n'aurait peut-être besoin d'être remplacé par un autre, ne fût-ce qu'à titre d'essai ou de test. Et si ça se trouve, le vocabulaire du lien juridique, il n'est pas plus malin que les autres, il n'est pas meilleur et il ne fonctionne pas non plus. Mais si on pouvait faire l'hypothèse un moment, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci à tout le monde.